Comment estás? Mais Liselin, vous êtes déjà de retour? Mais je suis déjà rentrée du Japon. Du Japon, vous étiez où, Zouzou? J'étais à Tokyo, j'étais à Yokohama. Ouais. Est-ce que vous savez comment on dit bonjour en japonais? M'a pris pour qui? Non. Je sais pas. Combien de Chinois? Non, konnichiwa. Ah, c'est pas combien de Chinois, c'est Non, konnichiwa. Est-ce que vous savez konnichiwa. Est-ce que vous savez comment on dit merci? Merci beaucoup. Ça, forcément, pour un crocodile comme moi, alligator. Non. Arigato gozaimasu. D'accord. Bon, ben, c'est gentil. Alligator. Gozaimasu. Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde qui ce mois-ci s'intéresse aux liens établis entre le Japon et l'Afrique à quelques mois de la tenue de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique. Il s'agit du TICAD. Nous accueillerons de nombreuses personnalités. Nous servirons de guide entre économie et culture. Lise Laurentiia. Bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa. Bienvenue sur ce plateau, fraîchement débarqué du Japon, on en parlera tout à l'heure, mais également Christian Eboulet. Vous êtes magnifique. Je connais pas. D'accord, on dit alligato, mais bon, c'est pas grave. C'est pas konnichiwa. Non, connais-toi toi-même et puis ça ira mieux plus tard. Soyez donc les bienvenus. Nous irons à la découverte de ce pays en compagnie de très nombreuses personnalités. Je le disais tout à l'heure, entre culture et société, une star planétaire sera à nos côtés. Il s'agit de Papa Wemba. Nous parlerons avec lui des liens qu'il établit avec ce pays qu'il connaît avec une grande finesse. Le tout sous le regard bienveillant de notre invité de marque. Il s'agit du directeur général Afrique du ministère japonais des Affaires étrangères que je salue. Soyez le bienvenu, Norio Maruyama. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Konnichiwa. Konnichiwa. Merci de nous accueillir chez vous, parce qu'aujourd'hui, c'est le Japon qui est en Afrique, l'Afrique est au Japon, ici sur ce plateau. Oui, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être là, sur votre plateau. De TV5 Enchanté. Monde. Merci. Arigato. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec le continent africain, votre premier lien? Le premier lien, ça remonte peut-être une vingtaine d'années auparavant, quand j'étais à Paris. J'étais en poste à Paris. Et il y avait un lien très étroit avec la France et l'Afrique. Et la première expérience n'était pas dans un pays francophone, mais anglophone. Mais la France avait également une grande ampleur de leur diplomatie, qui non seulement pour les pays francophones, mais anglophones, c'était la Tanzanie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu en Afrique, mais vous savez que les proverbes tiennent une place importante en Afrique. Et il y a un proverbe gabonais qui dit que le soleil n'oublie jamais un village, même si ce village est petit. Alors, ma question, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, le Japonais est à la conquête de l'Afrique, une conquête pacifique, bien entendu? Oui, je pense que les Japonais s'intéressent davantage sur l'Afrique. Et pourquoi? Parce que nous considérons que c'est un continent qui pourrait non seulement intéresser de point de vue économique, mais culturel. Je pense que nous allons avoir le reportage très intéressant des Japonais qui s'intéressent à la culture africaine, mais également, comment dirais-je, le cœur des Africains nous touche toujours. Pourquoi? Parce que nous avons commencé la coopération avec l'Afrique, avec une formation. La formation ou bien ce qu'on appelle le capacity building en anglais. Excusez-moi de mon anglais, mais ça peut pas trop Nous facile. sommes sur une Oui, tout à fait. Mais est-ce que justement la majorité des Japonais suivent les autorités japonaises dans ce développement pour l'Afrique? Je pense que ce sont les sociétés japonaises qui commencent davantage à s'intéresser et nous les accompagnons. Donc ça commence à être très bien. Et pour ceci, je pense que le processus de la TICAD a beaucoup encouragé cette tendance. Alors ce sera une toute première, car la conférence, la prochaine donc, conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique se tiendra au cœur du continent. Ce sera à Nairobi, au Kenya. C'était en 1993 qu'intervenait la toute première TICAD en Afrique. Où en sont ces relations entre le Japon et le continent africain? Une réponse à travers ces images et ce sujet. Regardez. TICAD est l'acronyme anglais de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Elle a été lancée en octobre 1993 au sortir de la guerre froide par le gouvernement du Japon dans un contexte économique marqué par l'afro-pessimisme. En cause, l'instabilité de certains pays d'Afrique,
et l'échec des politiques d'ajustement structurel. Dans les années 93, on pensait que l'Afrique était un continent perdu. Et le Japon est l'un des pays qui s'est levé pour dire non, l'Afrique n'est pas perdue. Si on soutient l'Afrique, l'Afrique peut faire aussi bien que les autres. L'objectif de la TICAD est de promouvoir la paix, la sécurité et le dialogue entre les dirigeants africains et les partenaires au développement. Au fil des années, elle est devenue une plateforme internationale et repose sur le double principe d'appropriation par les Africains de leur développement et de partenariat international. La TICAD est co-organisée par le gouvernement du Japon, la Commission de l'Union africaine, la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement et le Bureau du conseiller spécial pour l'Afrique. Depuis sa création, le Japon a accueilli la conférence tous les 5 ans. La dernière s'est tenue à Yokohama en 2013. Elle a réuni plus de 4000 personnes, 51 pays africains étaient représentés. À ce forum, les autorités japonaises avaient pris l'engagement de verser une aide de près de 24 milliards d'euros au gouvernement et aux acteurs privés africains afin d'encourager la croissance sur le continent pour les 5 prochaines années. La TICAD 2013 marque incontestablement la volonté du gouvernement nippon d'être plus présent sur le continent, une politique qui incite les jeunes coopérants à la fin de leur séjour à se lancer dans le commerce, comme Megumi. Elle exporte depuis 2 ans des roses auprès des petits producteurs kényans. Ces initiatives et ce regain d'activité des entreprises japonaises sur le continent restent insuffisants. Les Africains attendent plus d'engagement malgré les réticences de Tokyo. L'Afrique a connu une période difficile à la fin du XXe siècle. Il y avait des problèmes économiques, des conflits, et tout cela a amené plusieurs entreprises japonaises à quitter le continent. Il y avait en Afrique 11 bureaux et antennes de la GETRO, notre organisation extérieure du commerce. Le nombre a considérablement baissé jusqu'à 4. Aujourd'hui, nous sommes en train de remonter la pente et le nombre d'entreprises a augmenté à peu près de 30%. Avec une croissance en augmentation et une population qui doublerait en 2050, l'Afrique, malgré son retard économique, reste attractive. Courtisée par les Occidentaux et par les Asiatiques pour leurs ressources minières, notamment par la Chine, le grand rival du Japon, les dirigeants des pays africains n'hésitent plus à faire connaître leurs intentions, comme en 2013 à la conférence de Yokohama. Il faudrait que ce soit une saine compétition. Ce qui est important pour l'Afrique, je pense, c'est de capturer ses capitaux, encore une fois, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas dupes et nous devons défendre nos intérêts. Le tout, c'est de voir, que ce soit avec la Chine ou avec d'autres partenaires, comment, comme le Japon, l'Afrique peut s'en tirer au mieux. Comment ces investissements vont impacter notre développement? Voilà toute la question. Et nous pensons, en ce qui nous concerne, nous, Sénégal, que nous sommes en train de redéfinir les règles avec nos partenaires chinois, avec les autres partenaires, sur les règles d'engagement de ces financements, la manière de faire travailler aussi notre secteur privé national, de faire travailler nos jeunes dans le cadre de ces partenariats. Il faut que tout soit bâti autour d'un partenariat gagnant-gagnant. Le mode gagnant-gagnant est très important pour nous aussi. Il faut créer quelque chose ensemble. C'est le développement du pays, le développement de population jeune, le développement de classe moyenne et offrir la culture japonaise et recevoir la culture africaine. En même temps, on peut créer des projets et pour l'aménagement d'infrastructures sociales ou industrielles en Afrique. Cette année, à la demande du continent, la TICAD 6 se déroulera pour la première fois au Kenya, en terre africaine, et 2 ans plus tôt. Face à une société civile plus exigeante, les dirigeants africains tenteront de tirer en août prochain le meilleur parti de leurs partenaires japonais
des partenaires ambitieux, soucieux de leur image sur la scène internationale. C'est Africanité que vous regardez. Nous nous intéressons aux liens établis entre le Japon et l'Afrique. Nous sommes à quelques mois de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, en compagnie du directeur général Afrique du ministère des Affaires étrangères du Japon. Il est avec nous sur ce plateau, Norio Maruyama, à l'heure où nous accueillons un nouvel invité. Soyez le bienvenu. Claude Leblanc, vous êtes journaliste à l'Opinion. Il s'agit d'un quotidien français. Vous êtes l'un des spécialistes en France des relations établi entre le Japon et l'Afrique. Alors, Claude Leblanc, dans quel secteur majeur intervient le Japon? Parce qu'on reproche souvent, on l'a vu dans ce sujet, aux entreprises japonaises de ne pas être assez présentes en Afrique. Alors, les entreprises japonaises, effectivement, si on compare à d'autres pays, sont beaucoup moins présentes que les autres, évidemment, mais ils sont présentes dans différents secteurs. C'est-à-dire qu'à la différence peut-être des Chinois, par exemple, qui sont très investis dans tout ce qui est secteur minier, etc., les Japonais, bien sûr, les entreprises japonaises sont présentes dans ces secteurs-là, mais elles tentent aujourd'hui à diversifier davantage vers des produits de grande consommation, par exemple. Ils sont déjà très bien implantés en Afrique australe, mais on voit également que sur l'Afrique occidentale, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, les entreprises japonaises cherchent aujourd'hui davantage à s'intéresser à cette classe moyenne qui est évoquée, qui est en train de croître, de leur proposer des produits qui répondent à leurs besoins. Monsieur Maruyama, quelles sont les particularités de cette coopération entre le Japon et l'Afrique? Est-ce qu'il y a des spécificités dont vous pouvez... Moi, je pense que c'est vraiment très intéressant de pencher sur ce côté de spécificité, parce que ça met en clair à quoi les entreprises japonaises sont capables. Moi, je pourrais dire deux choses. Une, c'est la technologie qu'ils apportent, et puis de l'autre côté, c'est la formation. Je m'explique. Donc la technologie, bon, nous avons la technologie et les autres ont de la technologie. Mais les Japonais souhaitent partager avec les Africains les technologies qu'on a. Et donc on forme davantage... Gratuitement, si possible. Je pense que, bon, ils ont des idées. Non, simplement, oui. Moi, je pense que ça pourrait dire gratuit parce que eux, par exemple, je vais donner un exemple concret. Quand, par exemple, on essaye de construire un port, il est évident qu'il y a des gens qui travaillent sur ça. Mais le port qu'on vous propose, c'est un port qui a de très haute qualité. Donc, les main-d'œuvre également devraient être à la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? On n'apporte pas les gens du chez nous, mais on forme les gens locaux d'abord. Et ensuite, maintenant qu'ils sont bien formés, on les utilise en tant que main-d'œuvre locaux. Et c'est la raison pour laquelle on a des technologies, transferts et formation. Donc, tout vient en même temps. Donc, c'est un peu ça, les Japonais qui font actuellement. Alors, Claude Leblanc, il y a un point sensible, c'est la concurrence et l'éruption continentale africaine d'un autre géant d'Asie. Quelle est la différence d'approche entre le Japon et la Chine? La Chine, on pourrait même ajouter l'Inde, parce que l'Inde est un nouvel acteur sur le continent africain qui est très actif. On l'a vu avec le sommet qui a eu lieu récemment. La différence essentielle entre la Chine et le Japon, M. Maruyama l'a souligné, c'est-à-dire que les Japonais mettent beaucoup l'accent sur effectivement le côté humain. C'est-à-dire que la formation des individus, même si elle est moins massive que les investissements chinois, puisque si on fait une comparaison par exemple du commerce entre la Chine et l'Afrique, c'est 200 milliards de dollars. Et le Japon, c'est 27 milliards de dollars. Donc on est vraiment très loin. Mais en revanche, il y a une qualité, effectivement, comme le soulignait M. Maruyama, qui est très forte en termes humains. Donc la formation est très importante et c'est ça qui fait, je pense, la grande différence entre les deux. Alors, M. Maruyama, sur un ton provocateur, je dirais qu'il y a un peu l'ennemi chinois et l'ami français. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous adressez à un diplomate Parce qu'il y a, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de relations entre le Japon et l'Afrique, notamment pour la construction de grands ouvrages. Moi, je dirais que, bon, dans un premier temps, on a parlé de la TICAD, et en 1983, ce que nous avons voulu faire, c'est de sensibiliser nos partenaires pour les questions africaines. Parce que c'est 1993, vous vous souvenez, c'était après la guerre froide, et il y a un désintérêt sur le continent africain. Moi, je me souviens fort bien qu'on disait à tort, je voudrais bien dire à tort, que c'est un continent qui n'a pas d'avenir, mais c'était tout à fait tort. Et il y avait des gens qui disaient même que nous avons une fatigue pour les aider. Non, c'est pas du tout. Le Japon a dit non. Les autres partenaires, venez en Afrique, on a besoin de vous. Et maintenant,
qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est bien heureux. Les Indiens sont là, les Chinois sont là, les Français sont toujours là. Tout le monde est là. Tout le monde est là, c'est formidable. Alors justement, Claude Leblanc, il y a beaucoup d'économies. On parlait tout à l'heure de ressources minières, etc. Mais la diplomatie n'est pas en reste. Et le Japon a notamment des ambitions au Conseil de sécurité. Il veut être membre permanent et il attend le soutien des pays africains. Oui, qu'est-ce qu'il en est? M. Maloyama a souligné effectivement qu'en 1993, on sortait de la guerre froide. Et pour le Japon, c'était une catastrophe, la sortie de la guerre froide. Parce qu'il avait besoin, ce pays, de retrouver une place internationale dans les arènes internationales. Et donc, évidemment, il fallait exister dans les instances internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'OMS, etc. Et évidemment, pouvoir courtiser des pays qui ont des voies à offrir, donc les pays africains, c'était quelque chose aussi d'important. Donc il ne faut pas se... Moi, je ne suis pas diplomate, donc je peux me permettre de le dire. Ça se voit. Mais il ne faut pas être naïf. Voilà, il ne faut pas être naïf, effectivement. Il y a un intérêt. De toute façon, les pays qui s'intéressent à d'autres pays le font évidemment pas seulement par altruisme, ils le font évidemment par intérêt. Et donc le Japon a peut-être moins d'intérêt, je dirais, économique. C'est-à-dire que la Chine, effectivement, est très gourmande en matières premières, etc. Mais le Japon a besoin, en revanche, d'un soutien diplomatique. Et ça a payé, puisque dans les années 90, le Japon a obtenu la présidence de l'UNESCO, la présidence de l'OMS, grâce en grande partie au soutien des petits pays, entre guillemets, évidemment, africains, des Caraïbes, etc. Moi, je me résume d'une autre manière, parce que, oui, évidemment, oui. Non, ce qui est bien, c'est que je comprends que depuis 1993, nous avons fait beaucoup d'efforts pour l'Afrique à travers la TICAD. Mais avant la TICAD, nous avions encore une bonne coopération, une tradition de coopération avec le continent africain. L'AGK, maintenant, il s'occupe de presque toutes les aides concernant le Japon et le continent. Mais ils ont commencé par la formation. Ils ont envoyé les jeunes, ils ont envoyé les professionnels pour les aider à former les individus. Donc, intéresser aux individus est au centre de notre préoccupation. Et bien sûr, ces individus pourraient être un individu de ce pays, de d'autres pays, mais s'intéresser aux individus nous paraît toujours au cœur de la diplomatie japonaise. Vous êtes diplomate, mais vous êtes surtout un magicien, parce que vous avez déjà fabriqué ma transition, parce qu'on a des images. Ah, vraiment? Je n'attendais pas. La formation, à l'initiative d'Anditikad, qui porte le nom de Abe, du nom d'un Premier ministre japonais. Elle consiste à former 1000 étudiants en 4 ans. Eh bien, cette année, c'est la 2e promotion. Je vous propose une rencontre avec 3 des étudiants qui ont bénéficié de ce dispositif de formation. Regardez. Titulaires d'une licence, Mariam, David et Lamine sont arrivés au Japon en août dernier pour poursuivre leurs études à l'Institut technologique de Shibaura. Ces 3 futurs ingénieurs ont bénéficié d'une bourse du gouvernement nippon avec des objectifs bien définis. Le Japon veut investir en Afrique à travers les initiatives déjà entreprises à travers la TICAD, mais il a besoin du personnel africain qualifié qui comprend mieux la culture japonaise, comment ils font le business. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été sélectionné pour venir ici, passer nos 2 ans et demi ici au Japon. Et puis, à la fin de nos études, nous allons retourner au pays et servir de pont entre le Japon et les pays africains dont le Burundi fait partie. Ce programme est organisé par la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale spécialisée dans la formation. J'ai fait savoir à un mail que j'ai été sélectionné et je dois aller au Japon. Il m'a dit quoi? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Japon, Sénégal, Japon, c'est au bout du monde. L'éloignement, la peur de l'inconnu, l'écart culturel n'ont pourtant pas découragé nos étudiants, confrontés dès leur arrivée à la barrière de la langue. Je viens d'un pays francophone, du Sénégal. Donc d'abord, j'ai eu à m'adapter à l'anglais. Donc venir au Japon et rajouter le japonais, c'était pas évident, je dirais. Donc on a eu pas mal de problèmes au début, parce que la plupart des Japonais ne parlent pas très bien l'anglais. Donc il fallait d'abord avoir des bases des bases en japonais, histoire de pouvoir se diriger dans la ville, tous ces trucs-là.
C'était un peu difficile au début, mais on s'y est fait depuis. Et voilà quoi. Maintenant, on prend des cours aussi de japonais à l'école et aussi là où nous vivons, à Tia ici. Donc de ce fait, nous pouvons avoir une discussion basique avec des Japonais. Dans cette université privée située sur le campus de Toyosu dans la baie de Tokyo, Mariam et ses camarades ont été enthousiasmés par la discipline et les équipements dans les salles d'études. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est l'aspect technologique, je veux dire l'avancement qu'ils ont par rapport au système éducatif au Sénégal ou partout ailleurs en Afrique pour la plupart du temps. Et comme j'étudiais l'ingénierie mécanique, c'est tout à fait un atout pour moi. Mais ici, les cultures sont... Il y a une très grande différence. Mais quand même, les Japonais, ils sont très, très disciplinés. Ils nous font savoir, les Japonais vivent comme ça, les Japonais vivent comme ça, ils sont ponctuels, ils sont respectueux. Quand ils vous disent, on a rendez-vous à 10 h, ça veut dire que tu dois venir à 10 h pile, ça veut dire que tu dois au minimum être là-bas à 9h45 ou 9h50. Ça, ils ne badinent pas sur ça. C'est ça le moteur de Sterling. Lamine, David et Mariam partiront d'ici avec leur master d'ingénieur. Après des études dans des entreprises japonaises, ils comptent rentrer afin de servir leur pays. Comme je suis dans le secteur énergétique, j'aimerais contribuer à aider mon pays à faire face à la précarité énergétique qui entrave le développement économique et qui menace la santé et la vie des populations à travers tout le pays. Parce que la majorité, seulement 5% de la population a accès à l'énergie. Je dois faire tout mon possible pour inverser la tendance. J'entends appliquer ce qu'on m'a appris ici, au Japon. J'ai envie de faire construire une école d'ingénieurs du genre de ce type, histoire de former un peu plus la jeune génération à s'investir un peu plus dans la technologie, surtout dans l'ingénierie, dans le domaine où je travaille. Et aussi, j'aimerais pouvoir contribuer à le développement du secteur industriel au Sénégal. À Yokohama, la JICA propose aux femmes une formation pour développer l'entrepreneuriat. Chaque année, cette ville portuaire accueille 600 stagiaires sur les 12 000 que sélectionne l'agence. Dans ce groupe, elles viennent du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Ghana, du Nigeria, de la Tanzanie et de la Zambie. Objectif : améliorer la productivité de leur entreprise en s'inspirant du Kaizen, une méthode japonaise d'organisation du travail qui a contribué au succès de l'industrie nippone. Ce qu'on attend, c'est d'avoir déjà comment ça se fait ici, c'est-à-dire quelles sont les méthodes que la partie japonaise utilise pour vraiment mieux accompagner les femmes, surtout sur tous les plans. Chaque délégation est composée d'un représentant de l'État et d'une femme d'affaires. Pendant 2 semaines, anglophones et francophones suivent des cours et profitent du séminaire pour développer leur réseau et surtout échanger. Nous avons vraiment de beaux plans d'action. Mais nous avons besoin de soutien financier. Ça, c'est la première des choses et c'est sorti dans presque tous les action plans. Oui, nous avons besoin de soutien financier. Nous avons besoin que le gouvernement mette encore plus le paquet pour nous soutenir. Elles évoquent toujours le côté financier, mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte quand on fait le suivi. L'un des obstacles pour la sélection pour les femmes entrepreneurs, c'était déjà la langue. Elles sont très, très, très bien dans leur domaine d'activité, mais une fois qu'on doit aller sur d'autres marchés, les marchés internationaux, là, c'est déjà un obstacle. Je reconnais qu'il y a des problèmes, mais j'ai déjà mené avec succès mes expériences en Jordanie et en Égypte. J'ai beaucoup écouté les femmes d'affaires, mais quel que soit le pays, c'est pas facile. Néanmoins, il y a un point commun, c'est que ces femmes sont très motivées et il ne faudrait surtout pas les décourager. J'ai eu l'occasion de discuter avec les participantes de cette formation.
Je pense qu'elle travaille avec beaucoup de fierté. Nous avons nos réalités en Afrique. Par exemple, quand je prends ici cet après-midi le Kaizen, c'est très bien, mais comment l'appliquer chez nous? Comment l'appliquer? La discipline, on n'est pas toujours discipliné. La propreté, ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas tout embrasser en même temps. Nous sommes obligés d'aller étape par étape et surtout de commencer par les priorités des femmes entrepreneurs. Nous sommes tous conscients qu'il y a quelque chose à faire, mais comment le faire et qui va le faire? De la coopération économique et culturelle entre le Japon et l'Afrique. Nous parlons aujourd'hui dans cette émission sur TV5 Monde, Africanité. Vous pouvez réagir bien sûr en allant sur les réseaux sociaux pour nous dire merci en japonais, arigato, sans faute s'il vous plaît, avec la bénédiction de nos hôtes dont nous accueillons l'une des représentantes dans quelques instants. Mais auparavant, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit. Oui à la coopération avec le Japon, mais en tenant compte de la réalité, de la spécificité africaine. Vous y êtes sensible? Tout à fait, parce que c'est exactement le but que nous avons de comment bien adapter à la réalité africaine. Et surtout, elle a parlé de Kaizen, c'était une bonne chose, elle a parlé de discipline, c'est également une bonne chose pour l'Afrique. Mais comment l'appliquer en Afrique? Je pense que nous avons quelques réponses à y apporter. Et nous avons, nous, des armes de séduction massives africaines en la personne incarnée aujourd'hui de Jeanne Vito. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, vous êtes quasiment l'Union, les Nations Unies à vous toute seule. Vous êtes française, d'origine béninoise, vous êtes également togolaise, ghanéenne, libanaise. Oui. Vous avez la spécificité également de parler quasiment couramment le japonais? Alors, couramment le japonais, je vais rester humble là-dessus. En tout cas, oui, je le parle, mais c'est surtout que je maîtrise les codes de cette culture. C'est pour cela que nous vous avons invité, parce que grâce à vous, nous allons tenter donc de décrypter les codes de la vie japonaise, les codes de bonne conduite. Alors, vous avez eu également une expérience professionnelle au Japon. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le portrait de ces femmes? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai travaillé dans une école d'étiquette et de protocole à la japonaise, donc ce qui m'a permis de pouvoir maîtriser ces codes. Et en effet, c'est un des points primordiaux pour pouvoir bien, en tout cas, s'intégrer dans la culture japonaise. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'était une expérience, un vrai challenge. Mais je pense que quand on arrive au Japon, comme la plupart, je dirais, des jeunes Africains, on a beaucoup d'ambitions. Et ces ambitions font qu'on arrive dans un cadre où le Japon, c'est le travail, le gambaru, d'accord, qui nous motive et qui nous pousse et qui nous, voilà, qui nous donne l'envie de pouvoir réaliser ces ambitions. Alors Claude Leblanc, on a entendu des étudiants dire qu'ils feront le lien au bénéfice du Japon entre le Japon et les entreprises japonaises et le cœur du continent africain. On a vu d'autres initiatives dans ce sens en termes de coopération, c'est le cas pour la France, d'autres pays. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Oui, ça marche, parce qu'il y a de plus en plus d'Africains qui ont été formés au Japon, qui retournent dans leur pays, qui contribuent à améliorer les entreprises locales, qui essayent de développer de nouvelles entreprises. Et ensuite, ce lien se crée à nouveau avec le Japon, parce qu'ils sont en quelque sorte les ambassadeurs vers le Japon et du Japon vers l'Afrique. Et donc c'est évidemment très important. Il y a plusieurs initiatives qui ont été prises, notamment à Beppu, qui est sur l'île de Kyushu. Il y a l'université qui s'appelle l'Asia Pacific University. Alors, Asia Pacific University, mais malgré tout, il y a un département international qui forme beaucoup d'Africains, et notamment beaucoup d'anglophones qui viennent du Kenya, mais qui sont extrêmement performants. Et une fois rentrés chez eux, ils créent effectivement ce lien entre les deux continents. Alors, juste, est-ce qu'il y a aussi des étudiants qui sont sélectionnés pour des universités publiques? Parce que David, Lamine et Myriam sont dans une université privée. Alors, si oui, c'est dans quel secteur? Il y a plusieurs secteurs pour Abe Initiative. Presque tous les secteurs sont concernés, mais à une condition, c'est que doit être un secteur qui conduise à une étape suivante, c'est-à-dire le stage aux entreprises. Quand il y a des entreprises qui les reçoivent et ils veulent avoir une certaine, études qui ont été déjà faites à l'université japonaise, donc ça devient un peu de ça. Donc c'est tout à fait naturel que, par exemple, la technologie est mise en avant et que l'école de la technologie est une des écoles qui accueille beaucoup
Africains de cette initiative. Mais il y a également des écoles publiques qui le font. Et donc, mais ça prend un peu du temps, parce que ce n'est pas technique. Hein. Il apprend des matières qui sont tout à fait différentes, mais ça prend un peu de temps. Mais après ça, je pense qu'il y a plusieurs entreprises japonaises qui souhaitent avoir en stage. Alors, Jeanne Vito, vous avez créé votre propre agence, vous faites de l'intermédiation, du conseil, vous faites le lien entre l'Afrique et le Japon. Est-ce que vous avez côtoyé de nombreux étudiants, est-ce que la tentation est grande de rester dans ce pays où, nous dit-on, il y a des endroits où quand tu es stressé, tu peux aller caresser des chats pour te déstresser? C'est le culte du paroxysme de la civilisation. Est-ce qu'on est tenté de rester? Bien sûr qu'on est tenté de rester. C'est un pays avec tellement de contrastes, mais c'est un pays qui en même temps vous prend et vous donne cette envie de rester complètement différent de nos cultures. Et c'est d'ailleurs une de ces raisons pour laquelle on est attiré. Je dirais par rapport à certains amis que je peux avoir, et même de mon expérience, hein, il y a une différence entre notre côté, nous avons tendance à rigoler, vous voyez, nous plutôt utiliser les gestes pour pouvoir communiquer. Et cette droiture japonaise où voilà, il faut être le plus rigide possible. Voilà. Regardez le port altier de notre invité aujourd'hui. On dirait un danseur d'opéra. Merci en tout cas pour vos lumières. On revient dans quelques instants pour évoquer un pan entier de civilisation, de culture, à travers des échanges, de l'économie et bien sûr des actions de solidarité également. Je propose à présent de découvrir, si vous le voulez bien, un exemple de réussite dans un pays où les étrangers représentent 2% de la population, nous dit-on, et à l'intérieur de ce pourcentage, les Africains représentent la plus faible proportion. Je propose notamment d'aller à la rencontre d'Émile Ilbudo. C'est un étranger qui a réussi, un gaijin, comme on dit, au Japon. C'est dans le quartier d'Amama-Tusho, à Tokyo, que travaille tous les soirs Émile Ilbudo. Le Burkinabé est le chef cuisinier du Calabash, un restaurant africain qu'il dirige avec un associé japonais. Au menu du tchèp, du mafé, du poulet yassa du Sénégal, des beignets haricots et d'une ndolé du Cameroun. Keiko, une passionnée de danse africaine, assure le service en salle et lui passe ses commandes en japonais. 23 ans après son arrivée ici, Émile l'écrit et le parle couramment. La maîtrise de la langue demeure une priorité pour intégrer le monde du travail. Les Africains qui veulent venir au Japon, pour moi, la meilleure solution d'abord, c'est d'essayer de trouver une école de langue au Japon. Pendant 6 mois, 1 an, bon, automatiquement, bon, tu vas apprendre beaucoup de choses et tu vas parler la langue. Et bon, tu peux communiquer avec les Japonais. Et ça, c'est pas facile, mais lorsque tu quittes chez toi, il faut que tu t'adaptes. Et puis, tout chose, il n'y a pas de question de qu'on ne peut pas. Si on a besoin, pour les Français, chez vous là-bas, on dit vouloir, c'est pouvoir. Donc, quand on veut, on peut arriver à le faire. À 56 ans, le natif de la province de Kadiogo est fier du chemin parcouru. Il possède aujourd'hui un restaurant, 3 camions, dont un food truck peint aux couleurs de son pays natal, le Burkina Faso. Émile emploie 5 Japonais et travaille tous les jours, de 6h à 23h30. Quand je sors avec mon catering, je ne parle que de l'Afrique. Je le montre. Et je montre la nourriture africaine. Et ils ont beaucoup aimé. Donc, moi, je pense que nous avons besoin de trouver des solutions pour se rapprocher, pour mettre entre le Japon et l'Afrique ensemble. Son métier, il l'a appris au lycée technique d'Abidjan dans les années 70. Il achève sa formation en France et c'est par le sillage diplomatique qu'il arrive au Japon. À l'époque, il était le cuisinier de l'ambassade de Guinée. Aujourd'hui, Émile espère que ses enfants reprendront ses affaires au Japon. Il caresse le rêve de retourner au Burkina Faso
et d'habiter dans la maison qu'il s'est construite à Tenguine d'Assouri, dans son village natal situé à 25 km de la capitale Ouagadougou, pour prendre une retraite bien méritée. Cette africanité, nous sommes au cœur du Japon. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, il suffit de regarder cette émission. Peut-être un désir ardent d'aller du côté de Tokyo. Vous étiez où? Kyoto, Tokyo? Yokohama. Yokohama. Iwata. Ça fait la peine de se moquer de moi? Mais si, j'en profite. Bon, nous accueillons un autre invité, c'est Serge Manguet. Soyez le bienvenu. Vous avez la chance d'avoir connu ce pays, d'y avoir vécu pendant 5 ans. Vous êtes directeur stratégie chez Renault, stratégie des marques chez Renault. Vous avez donc vécu là-bas et on vous doit notamment la création d'un kimono d'inspiration africaine. Ça va nous passionner. Alors, on a vu dans le reportage qu'Émilie Bouldo compte rentrer, prendre sa retraite dans son pays. Et vous aussi, après 5 ans, vous êtes rentré en France. Oui, je suis revenu en France parce que ma mission pour l'automobile s'était achevée. Donc je suis rentré en France en 2011 pour pouvoir prendre de nouveaux postes au sein de l'Alliance Renault-Nissan à Paris. Alors Jeanne, on a vu que dans tous les pays, il y a des freins, il y a des barrières, notamment linguistiques, mais si j'ai bien compris, les règles de base sont la politesse, la modestie, la propreté, la ponctualité, on insiste beaucoup, et plus généralement le respect de l'autre, même si ça n'a pas été facile, notamment pour la première Miss afro-japonaise. Vous êtes optimiste pour l'intégration des populations africaines dans ce pays? Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une génération, cette nouvelle génération qui tend vers ce mélange et cette envie justement de pouvoir s'ouvrir. Donc je reste tout à fait optimiste. Vous avez vécu plusieurs années dans ce pays, on disait 5 ans tout à l'heure. Vous avez été déstabilisé par les codes du Japon? Non, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, il faut savoir. Lorsque je suis arrivé au Japon, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que parce que j'ai vécu en France pendant longtemps, il fallait que je redevienne africain pour mieux m'entendre avec les Japonais. Ça, c'est des choses qu'il est intéressant de préciser. D'accord, alors c'est un bon concept. Il fallait passer par votre africanité pour mieux coller à l'appréhension de ces codes que vous offrez ce pays d'accueil, le Japon. Exactement, parce que c'est un pays qui est animiste, comme nous. C'est un pays qui est très sophistiqué, extrêmement codifié. Il y a beaucoup de liens profonds, anthropologiques presque, entre le Japon et l'Afrique. Et il fallait retrouver cette dimension-là pour être en phase avec le Japon. Et justement, vous parliez, vous, de l'importance du non-verbal. J'ai vu dans d'autres interviews que justement cette culture africaine vous a aidé, mais également le non-verbal. Alors c'est quoi le non-verbal? Oui, vous savez qu'en Afrique, on communique beaucoup par ce qu'on ne se dit pas. Et au Japon, c'est très similaire. Je pense que M. Maruyama Hassan ne contredira pas. On communique beaucoup plus par ce que l'on ne dit pas que par ce que l'on dit. Et plus on parle, et moins on est compris presque. Ça peut donner lieu à des quiproquos. Vous avez vécu des scènes. D'abord, on apprend à ne pas se toucher, se dire bonjour, des choses comme ça peut donner lieu à des quiproquos. On peut considérer que c'est une froideur. En fait, c'est des codes de vie en collectivité citoyenne. Des codes de politesse, tout simplement, des codes de respect. C'est vrai que vous le mentionnez, il y a ce qu'on appelle le honne et le tatemae là-bas. Donc c'est vrai qu'il y a cette différence entre ce que vous allez dire et ce que vous pensez réellement, d'accord, par respect par rapport à votre interlocuteur. Et c'est pour cette raison que l'on voit des touristes japonais qui se trouvent presque blessés lorsqu'ils arrivent dans un magasin, et les codes n'étant pas les mêmes en France, de voir que quelqu'un ne vienne pas tout de suite leur proposer leur service. Vous avez vécu ça comment, cette distorsion? Je pense qu'il faut quand même savoir un peu comment on pourrait communiquer. La manière de communication est tout à fait différente. Et donc, il faudrait... Vous savez, les Japonais disent toujours qu'il faut lire l'ambiance. Lire l'ambiance. Et si l'ambiance nous permet de dire quelque chose, on dit quelque chose. Mais ça ne permet pas de dire, on ne le fait pas. Et dans la boutique, en France, par exemple, il faut dire. Oui. Donc, lire l'ambiance, ça viendra. Et la manière de faire la communication également, ça s'apprend rapidement. Alors j'ai envie de vous dire merci, arigato. Vous étiez un bon messager pour nous entraîner comme guide dans ce pays, l'ère nippone, à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait. Je vous propose maintenant de découvrir un autre exemple type de coopération entre l'Afrique et le Japon autour de 2 denrées essentielles de consommation, on va dire de base. Il s'agit de l'eau et du riz. Nous partons directement en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Anomblin, petit village situé à une trentaine de kilomètres au sud de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire.
Comme dans nombre de régions d'Afrique de l'Ouest, les paysans pratiquent ici la riziculture pluviale depuis plusieurs décennies. Je suis dans mon champ de riz. Voilà, je sers depuis 97, j'ai commencé à faire le riz. À temps normal, le riz, normalement, avec le 8 à 9, nous partons jusqu'à 1 mètre, 1,5 mètre avant quand même de commencer à donner. Quand ça donne avec la force, et les grains sont pratiquement remplis. Cette année, cependant, la sécheresse a eu raison de tous leurs efforts. Dans les grains sont vides, il n'y a rien dedans. On ne peut même pas récolter même un grain pour dire qu'on va pouvoir manger. Victime de la sécheresse comme la plupart des riziculteurs de ce village, Ousmane Diallo a décidé de battre son riz manuellement. Cette année, il estime sa récolte à environ 300 kg de riz, loin des 6 à 7 tonnes qu'il produit habituellement. Pour moi, j'ai trouvé pratiquement 65 à 70 sacs de 100 kg, s'il y a de l'eau. Mais cette année, pas le cas. Avec les progrès de l'urbanisation, le riz est devenu aujourd'hui la première céréale consommée en Côte d'Ivoire, soit près de 60 kg par an et par habitant. La production locale ne couvre cependant qu'environ 60% des besoins de consommation, estimés chaque année à plus d'1,5 million de tonnes. D'où l'importance de la coopération avec le Japon, qui dispose d'une vieille tradition rizicole. Nous avons une longue histoire sur la production de riz comme une culture principale. Et donc, en Côte d'Ivoire, on peut transférer aux Ivoiriens sur comment nous avons développé la production de riz, mais aussi on va développer le pays avec le riz. L'un des principaux avantages de cette coopération, c'est qu'il permet d'améliorer nos techniques de production rizicole. En plus des rendements, les autorités ivoiriennes tentent de développer le décortiquage et la commercialisation au sein de la filière. Dans cette usine de Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, ce sont ainsi plus de 1000 tonnes de riz qui sont blanchies et vendues tous les mois. Et nous, avec notre machine, cette machine a la possibilité d'enlever, extraire tous les cailloux, tout ce qu'il y a comme saleté dans le riz. Donc ça fait que dès que le riz sort de la machine, on met directement ça comme les riz importés. On n'a plus besoin de trier avant de consommer. Le riz est déjà tout nettoyé. Non loin de là, mais beaucoup plus au sud de Yamoussoukro, en Zianois, petite localité d'environ 20 000 âmes située dans la région des lagunes, les habitants sont plutôt confrontés à un manque d'eau potable. Et malgré les risques de maladies, une partie des populations continue d'utiliser l'eau de cette rivière pour ses besoins quotidiens. Une situation qui devrait bientôt s'améliorer grâce à l'installation de ce système d'approvisionnement en eau potable, fruit de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le plus important ici, c'est l'utilisation de sable et de gravier par pression naturelle pour le filtrage. Ce système n'utilise pas de produits chimiques ni de filtres, ce qui facilite la maintenance. Et le personnel local a été formé à cet effet durant l'installation. Par ailleurs, ce système présente des coûts de fonctionnement et d'entretien extrêmement faibles. L'ambassade du Japon a voulu vraiment nous aider à avoir un peu d'eau potable. C'était une bonne chose. Nous ne font seulement qu'applaudir. Applaudir parce que nos mamans, nos sœurs qui sont dans les lieux aujourd'hui peuvent avoir un peu de l'eau, bonne eau pour boire. C'est une bonne chose. En plus de la réduction des corvées d'eau dédiées aux femmes et surtout aux enfants, ce système de potabilisation d'eau permet d'améliorer le bien-être des populations locales. Voilà l'eau du fleuve, l'eau du Zi qu'on utilisait, qu'on buvait, on préparait avec ça, on faisait tout avec. Aujourd'hui, voilà l'eau du château. Vous voyez la différence, non? Entre les deux bouteilles là, laquelle est consommable? La répercussion première, la consommation de cette eau-là va permettre à cette population-là de mieux se porter et d'éviter un certain nombre de pathologies que nous avons l'habitude de voir dans nos différentes consultations. Et donc cela va engendrer, on va dire, un mieux-être de cette population, donc réduire le taux de fréquentation donc, de cette population au niveau du dispensaire.
Avec cette méthode d'approvisionnement, ce sont près de 2000 personnes qui pourront désormais satisfaire leurs besoins quotidiens en eau potable. Des besoins qui restent cependant immenses pour cette ville qui compte environ 20 000 habitants. Mais nous souhaiterions avoir un château d'eau anzianois. Et pourquoi le château d'eau? Je vais vous dire que nous sommes environ 20 000 âmes ici anzianois. Mais 20 000 âmes qui n'ont pas de l'eau, vraiment l'eau potable pour boire, c'est un désastre. Et je demande à tout le monde, à tous les bienfaiteurs de la Côte d'Ivoire qu'ils pensent à nous pour cette eau. Africanité parle ce mois-ci de coopération entre le Japon et l'Afrique. Nous sommes à quelques encablures de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement. Prochaine occurrence donc à Nairobi au Kenya. Je me retourne vers vous en rappelant qu'on peut réagir bien sûr sur les sites internet tv5monde.com et les réseaux sociaux qui indexent cette émission. Je me retourne vers vous, Monsieur Mariama, pour vous demander comment vous réagissez à cette interpellation, même si une partie de la société civile africaine dit que l'Afrique est aujourd'hui le continent de tous les taux de croissance et qu'on n'a pas besoin d'aide. Mais là, vous avez une interpellation. Oui. L'aide publique par le Japon, votre réponse? La réponse est très simple. TICAD 6 va bien écouter les plaidoyers des citoyens africains. Et notamment, un des priorités sera santé, y compris l'eau potable. Alors, Claude Leblanc, on le voit, hein, les problèmes sont importants, les difficultés immenses. Que faut-il pour améliorer cette coopération, notamment japonaise, sur le continent africain? Il faut davantage d'investissement, évidemment, parce que l'argent fait beaucoup de choses et elle est importante. Il faut, je pense, continuer, comme le Japon a déjà entrepris de le faire, de former davantage de personnes sur place. Et je crois que l'exemple qui était donné dans le reportage est très intéressant, parce qu'on ne fait pas simplement de construire une station d'épuration, on l'a fait vivre grâce aux personnes qui ont été formées pendant la construction. Et ça, je crois, sans encore une fois être un diplomate japonais, il faut, je pense, vraiment saluer cette... On finirait par le devenir. Hein. Oui, je précise que c'est de la potabilisation de l'eau, hein, c'est pas de l'épuration. Pardon. Alors, ce que je voulais savoir, c'est... on a le sentiment quand même que le vrai problème, c'est que les Japonais ne sont pas très présents sur le terrain. Je dis ça par rapport aux Chinois. Quand vous allez en Afrique, tout le monde vous dit « Ah tiens, j'ai vu des Chinois à tel endroit », mais là, on a le sentiment qu'ils ne sont pas là. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'on concentre à une chose qui nous paraît le plus sensible pour les besoins, dans les besoins des Africains. Parce que, et en plus, nous avons pensé utile de se pencher sur la question de la santé, parce que c'est la base d'un développement africain. Sans avoir la santé, sans avoir l'eau. Et l'épidémie du Ebola nous a bien démontré que le système de santé n'était pas en bonne forme en Afrique. Mais justement, M. Maruyama, on le voit, hein, les problèmes sont très importants. Les riziculteurs que moi je suis allé voir, ils ont connu la sécheresse, une catastrophe. C'est le changement climatique éventuellement, mais ceux qui ont besoin d'eau ont également des problèmes. Est-ce que le Japon prévoit, par exemple, je ne sais pas, de s'investir dans l'irrigation pour aider les riziculteurs, toutes ces méthodes qui permettent d'empêcher les grandes catastrophes, comme les catastrophes naturelles? Je vous remercie de lever cette question de l'irrigation, parce que c'est une des choses que le Japon fait actuellement à travers le projet de la JICA. Il y a le cas ici en Côte d'Ivoire, mais il y a également les cas partout en Afrique. Et je pense que la prochaine TICAD serait également l'occasion de voir comment les grands sujets évoqués dans les conférences internationales pourraient être appliqués sur l'Afrique. Vous avez parlé du changement climatique, le COP21, le COP22 se tiendra en Afrique, à Maroc. Donc ce serait l'occasion de faire l'application à la TICAD. Claude Leblanc, aujourd'hui, on le voit bien, les pesanteurs existent de part et d'autre. Quels sont les griefs que les Japonais portent aux Africains pour ce cercle vertueux idéalisé d'une coopération idyllique entre les deux parties? Disons que c'est, je pense, le principal grief que les Japonais font aux Africains, c'est essentiellement, je dirais, une certaine
un certain manque de discipline. Attention, on parle avec diplomatie. Hein. Vous n'êtes pas diplomate, mais vous avez affaire. D'abord, l'Afrique est un continent, donc il y a plusieurs sensibilités. Il y a des démocraties, d'autres qui sont en phase d'eux, etc. On ne peut pas chosifier, uniformiser le continent. Faites attention, choisissez bien vos mots, sans pression. Il n'y a aucune pression, et je répète ce que je dis. Effectivement, je pense qu'il y a essentiellement ce côté un peu manque de discipline et peut-être parfois manque d'investissement concret, c'est-à-dire qu'effectivement, mais ça je pense que c'est lié pas simplement au rapport avec le Japon, mais de façon générale, effectivement une certaine dépendance qui s'est créée avec les années vis-à-vis des aides extérieures, qui fait que parfois les Africains sont dans une position d'attente. Certains Africains sont dans une position d'attente, et donc du coup ça provoque effectivement une mécompréhension entre les différents acteurs. Mais par ailleurs, je pense que les Africains ont aussi des griefs vis-à-vis des Japonais. Et il y a une phrase qu'on entend beaucoup au Kenya, puisque c'est à Nairobi qu'aura lieu la TICAD. On dit souvent que les Japonais, avant d'investir, ils font une étude de faisabilité. C'est ça. D'une étude de faisabilité, d'une étude de faisabilité. J'ai des chiffres. On parle de 32 milliards d'engagements et 20% simplement ont été mobilisés. Mais bon, on en reparlera certainement une autre fois. L'une des choses qui... Non, j'aimerais bien apporter une petite correction ici, parce que le 30... Bon, je ne sais pas quel chiffre vous avez parlé, peut-être c'est le chiffre qui a été annoncé au TICAD 5. Mais j'aimerais bien vous dire que là, c'est l'amalgame des contributions du gouvernement et puis l'éventuelle participation du privé, les deux ensemble. Et pour la contribution du gouvernement, puisqu'on parlait un peu de l'aide, 60% étaient déjà faites. Alors, quelque chose que le Japon partage avec apaisement, avec le cœur du continent, ce sont les karaokés. Pardon ? Il y a beaucoup de karaokés en Afrique. Oui. Et dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est une forme de coopération culturelle apaisée. Effectivement. Je vous posais la question parce que est-ce que vous connaissez le groupe Yokashok ? Bien sûr. Ce sont les gens qui chantent en langue locale. Lingala. Voilà, des Japonais qui ont tellement appréhendé la culture congolaise qu'ils pratiquent la rumba dans l'orthodoxie même originelle et ils chantent en Lingala, Yokashok. Daisuke, on regarde. Des Japonais qui parlent et chantent en Lingala, dansent comme des Congolais, les 8 artistes de l'orchestre Yokashok Nippon et leur leader Ryo Kanagawa créent la surprise dès leur formation en 1986 à Chiba, une ville située à 70 km de Tokyo. Avec 2 albums phares, des tournées et des concerts au Japon, en Europe et en Afrique, ce groupe atypique est considéré en Asie comme l'un des premiers ambassadeurs de la musique congolaise. Reconnu par les grands chanteurs de la rumba comme Taboulé Rochero, King Kester et Ménéan, Papa Wemba et Josa Nyokalongo qui les ont inspirés, les passionnés du groupe Yokashok, dont la musique n'est pas la profession principale, portent toujours l'ancien Zaïre dans leur cœur. C'est à Shibuya, un quartier branché de Tokyo, que nous avons retrouvé l'un des membres du groupe, le bassiste Daisuke Kamikawa. Avec sa femme Mayumi, ils tiennent un petit restaurant, le Barbados. Ici, tout nous rappelle le Congo. D'après année 85, na kendiki na Kinshasa bara riboso na fandiki na Kinshasa anma na sopirake pona na musique esa na damas eta bato bazali bayamba ki biso maramna. Après 87 na kendiki ris na Kinshasa tango na namraki na 6 mois. Bon, ngai na betaki na viva la musica. Ata kobeta na vis-à-vis. Ntango mosusu ya tokendeki tourner na Bazaïre, 2 semaines. Chaque soir, Daisuke et Mayumi partagent avec leurs clients la culture de leur Congo. Maruba moko ya na lingara na japonais, eza dengue moko pe ezaria. Exemple, Kanda is encore is
Avant Japon, avant Tokyo, culture mo ko ezani kanda ezali. Gaya da super que mingi na elo conhece na Congo. Musique, damas, man elo conhece. Ata suki nakoraki sana ba japonais ya nani bilo conhece na Congo. Exemple, ata bilo mo ko ya ni pondu. Bilo bogochana bishia e kauka. Biso japonais pe togochana ya nani netsu bishia e kauka. Ta japonais mo ko tango koreana na pondu. Basu pri mingi. Eza eko kani na oyo eza Afrique, oyo eza japonais te. Dans quelques jours, Daisuke se rendra au Congo. Il espère bien rejouer avec ses compagnons de jeunesse. Pardon. Eliana iko tindera ngai foto nara kisabango bamona ye maramu etembesila. Pardon. On applaudit bien fort et ça c'est un fan qui reprend le répertoire d'une idole, le formateur d'idole. Il est avec nous, c'est Papa Shungu Wemba Dio. Ouais. Papa Wemba, vous pouvez faire la suite de cette chanson en lingala? Eliana iko tindelanga foto nalakisa bango bamona yo malamu etembesila o tina nini mama bawanga nanga bingyo po bazwanga valeur nazali pas amoureux par rapport à eux. Et je précise qu'il a enrhumé. Hein. Ça, c'est de la coopération japono-africaine. Bravo. Merci. Alors, je suppose que ça doit vous faire plaisir que Daisuke interprète ce morceau. Ah oui. Ça me fait revivre encore les années 80 avec des Japonais, puisque bon, moi c'était étonnant de ma part, quoi. Une première fois, il y avait une forte délégation des Japonais, des touristes japonais, qui sont descendus à Kinshasa et qui, au lieu d'aller s'installer dans la partie où vivent les touristes, les touristes, non, ils ont préféré venir à la cité, vivre avec nous, quoi. Ça, c'était vraiment étonnant de ma part. Et ils venaient chez moi à la maison, on mangeait de tout, et c'est là où ils ont commencé à apprendre à parler les lingala, quoi. Et chose étonnante encore plus tard, j'ai vu qu'ils avaient fait un dictionnaire anglais, japonais, lingala. C'est formidable. Mais justement, les Japonais sont passionnés par votre musique, tout particulièrement. Et je sais que ce pays vous a donné beaucoup, vous aimez ce pays, mais il semble qu'il vous a aussi inspiré en matière de sap. Oh là là, ben oui, quand nous sommes allés, quand je suis allé pour la première fois, en 84 ou 85, je me rappelle plus très bien. Bon, la mode japonaise m'avait inspiré, hein, c'est parce que ici, à Paris, nous avons développé un peu la mode. On avait développé la mode, la sap, c'était des ambianceurs, personnes élégantes. Absolument. Mais c'était beaucoup plus axé sur la mode française et italienne. Ouais. Et quand nous sommes allés maintenant du côté du Japon, et c'est là où a pris notre allure, quoi. Les Yamamoto, les Tokyo Kumagai, Yamamoto, Issei Miyake, Kenzo. Bon, pas des publicités, pas d'Atala. Alors, c'est une star planétaire, c'est une légende. Monsieur Mario Hama, j'imagine que ça vous touche, ça vous interpelle, que ces liens puissent, comme ça, infuser, perfuser la coopération africaine et japonaise. Vous savez, je suis ému, vraiment ému de cette rencontre et tous mes remerciements, Papa Wemba, pour votre présence aujourd'hui et pour la continuité de la chanson que nous a fait connaître. C'est extrêmement un grand cadeau pour tous les Japonais. Un grand cadeau pour tous les Japonais. Merci. Il y a tellement d'émotions, je vois dans vos yeux qui perdent. Je vous dis qu'on connaît mon émotion aussi. Je vous en prie. Alors, justement, Serge Mouangui, vous avez adapté, on parlait de sap, vous avez adapté le kimono aux couleurs africaines. Alors, pour qui et pourquoi?
Au départ, c'était une expérience. C'était pas censé prendre autant d'ampleur, mais il fallait à un moment que je concrétise, parce que moi, je suis designer, créateur. Donc, les mots ne suffisent pas, la pensée ne suffit pas. Il faut à un moment concrétiser les choses par une création. Donc, je voulais mettre en lien l'esthétique japonaise avec l'esthétique africaine. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait dans le passé. Et c'est une expérience spontanément que j'ai essayé de faire lors d'un retour de voyage. Et je me suis mis ensemble avec un partenaire japonais basé à Kyoto pour qu'on essaye ensemble de créer quelque chose d'unique qui allait décrire un nouveau territoire de valeur. Pas l'Afrique, pas le Japon, mais ensemble, est-ce qu'il y a un nouveau territoire à explorer en termes d'esthétique? C'est ça qui était là. Il y a énormément de similitudes, dit-on. On a entendu le mpundu, des plats qu'on retrouve au Japon, qu'on retrouve en Afrique. Des mots, des mots. On parle aussi de l'apport de l'Afrique pour les samouraïs, l'inspiration africaine pour un pan entier. Et même dans les noms. Shungu Wembadio, ça peut être très bien japonais. Et ma mère s'appelle Tanakao. C'est en japonais. Tanakao. Ça, c'est le nom de ma mère. Et ça a une signification Non, rien du tout. Ça veut juste dire Tanakao. Alors, Papa Wemba, il y avait un tel culte des liens entre une fascination entre l'Afrique et le Japon que l'un des albums qui a marqué toute une génération, vous n'étiez pas encore né, vous non plus, c'était Nippon Banzai Zaiko Langa Langa Nyo Kalongo. C'est un album qui a été enregistré. Je vois tout le monde. C'était dans les années 80, un album enregistré au Japon. Extraordinaire. Ouais. Moi, je ne faisais pas partie encore de ce groupe-là. Enfin, je fus l'un des cofondateurs de ce groupe-là. Mais juste après, puisque j'étais le tout premier chanteur congolais d'y aller au Japon. Et puis par la suite, il y a eu d'autres amis aussi qui sont partis. Mais le passage de Zaiko a quand même marqué beaucoup de choses, quoi. Avec l'album enregistré au Japon, Nippon Banzai. Alors, on va reparler beaucoup de liens entre l'Afrique et le Japon en compagnie d'un écrivain extraordinaire, c'est Kama Kamanda. Il nous rejoint sur ce plateau dans quelques instants. Merci beaucoup. J'aurais préféré quand même que vous veniez avec un kimono pour nous démontrer un peu comment vous avez adapté la saveur africaine dans un habit plusieurs fois séculaire, voire millénaire, et qui campe la civilisation japonaise et nippone. Merci beaucoup. Merci. À très très vite. On va écouter un peu de musique. Vous fûtes invité en acoustique sur TV5 Monde, Papa Wemba, formateur d'idoles, légende africaine, le seul qui a ouvert les portes de l'Afrique en Amérique avec des tournées avec Peter Gabriel. On regarde tout de suite un extrait. En sécurité, tu es protégé. Namili Mounio pas danger. Nakoti kate, nakola la terre, marosae. Nabobugi mayo, nakokubayo, nabapasinayo, nakosungayo, nandalabobonayo, nakomemayo. De la musique pour égayer nos cœurs, c'est Papa Wemba, Shungu Wembadio, ici au cœur d'Africanité, TV5 Monde. Nous parlons de la relation Afrique-Japon, en compagnie à présent de l'un des rares auteurs et écrivains africains à être lu, édité au Japon. Il a été distingué de très nombreuses fois, environ une quinzaine de fois, notamment le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau M. Kama Kamanda. Et justement, Kama, votre prochain livre se passe au Japon. C'est un ouvrage illustré qui paraît aux éditions Dagan en mai prochain. Vous avez choisi de nous raconter l'histoire d'un prince africain qui va à la conquête d'une reine japonaise. Est-ce que c'est une métaphore? Oui, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que pour nous, les enfants africains, nous n'avions pas eu beaucoup de modèles au départ. L'enfant africain n'avait pas beaucoup de rêves, on l'avait limité à des clichés néocoloniaux, colonialistes. C'est-à-dire que pour réussir dans sa vie, il fallait être soit un prêtre ou entrer dans l'armée, parce que dans l'armée, il y avait une chance de faire un coup d'État pour devenir président. Donc c'était ça. Hein. Donc il y avait l'armée, le prêtre,
Ou alors, bon... L'enseignement aussi. Oui, l'enseignant, c'était le meilleur. Donc, si vous êtes donc pour les gens de l'intelligence, c'était instituteur. Alors, je me suis dit qu'il était temps d'élargir un peu. Pour ceux qui souhaitent vraiment savoir plus sur la littérature de Kama, il y a ce livre, c'est une tragédie, c'est du théâtre. Il nous parle de Toutankhamon. Pourquoi le choix de Toutankhamon, qui est une légende en Afrique? Non, mais Toutankhamon, c'est l'histoire de l'Africain. C'est l'histoire de l'homme noir. La différence entre nous et les Japonais, elle est là. Les Japonais ont conservé leur mémoire. Ils protègent leur mémoire. Ils investissent dans la mémoire. Absolument. Nous, on a abandonné notre mémoire. Alors, voilà. ici, Alors, moi, c'est un hommage à l'Afrique, à l'identité africaine, Absolument. pour dire que voilà ce que nous avons apporté à l'humanité. Nous avons contribué à la civilisation universelle. Mon écriture, c'est ça. C'est pour ça que les Japonais, ils aiment mes livres, parce que ça leur parle de la vraie Afrique. Vous voulez l'offrir à quelqu'un? Oui, voilà. Ça, ce sont mes livres qui sont traduits en japonais, que j'offre à son Excellence. Merci voilà, beaucoup. avec plaisir, parce qu'en fait, ces livres, vraiment, c'est un peu mon cadeau pour l'Afrique et un cadeau du Japon à l'Afrique. Alors vous reviendrez peut-être nous parler de vos livres. Merci beaucoup. Sur ce plateau Kama. Effusion. Voilà. Et nous allons continuer d'ailleurs en matière de littérature. Voilà, j'ai envie de vous parler de ce livre, Afrotopia, de Felwine Sarr. C'est un essai révolutionnaire. Je crois depuis Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, on n'a rien écrit de mieux. Ça paraît aux éditions Philippe Ray. C'est en fait une manière révolutionnaire de voir l'Afrique, d'envisager les solutions, notamment sur le plan économique et politique. On en a parlé beaucoup dans cette émission. Depuis Frantz Fanon, vous mettez la barre haut. Ah oui, absolument. C'est à lire. Felwine Sarr, c'est un brillant économiste qui vit au Sénégal. Lise Laure, on parle de cinéma. À présent, une page cinématographique direction Madagascar, le film court. Oui, deux événements. Donc, le premier, c'est donc la rencontre du film court de Madagascar. C'est du 15 au 23 avril. Et c'est très important ce festival parce que ça a permis en fait de former la nouvelle génération de Malgaches au cinéma. Et le deuxième festival s'appelle AFIBA. C'est d'ailleurs une première édition. Et l'invité de ce festival, c'est le Maroc. Ça permet également de faire la promotion du cinéma marocain, des infrastructures à un cinéaste marocaines. ivoirien. Et un hommage, j'en arrive, et un hommage à un cinéaste ivoirien qui donc s'appelle Henri Duparc. Merci. La Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire. FEMUA. Le FEMUA, 9e édition du FEMUA. Papa Wemba sera la tête d'affiche de ce FEMUA, dont le thème est jeunesse et développement. C'est important. Il y a même un FEMUA pour les enfants qui a été mis en place. Et puis, il va se délocaliser. Il ira dans le nord du pays, notamment du côté de Koro. Et ça se passe en avril prochain. Il ne faut pas hésiter à le dire. Mama Nangai. À Abidjan et puis dans le nord du pays. Pas très loin de là, du côté du Cap-Vert, entre le 11 et le 14 avril, à la fois donc une rencontre autour des industries musicales, des forums, des débats, des conférences sous la houlette de José Da Silva, qui est le producteur entre autres de César Evora, et bien sûr des journalistes, des artistes du Cap-Vert venus d'Afrique et d'ailleurs, mais également le Creole Jazz Festival, au même moment avec des artistes d'Angola, Oshtuba Aroesh, Teofilo Chantro, Paulo Flores et Seoujani. Excusez-moi pour la prononciation, je suis meilleur en japonais. J'ai une parole à apporter quand même, parce que si vous m'avez invité pour parler du Japon, je crois que, sans vanité, je connais très bien le Japon, mais il y a une chose essentielle qu'il faut savoir, c'est que mon souhait, moi, pour la TICAD, c'est que le Japon doit aider l'Afrique à mettre en place des banques d'épargne et d'investissement. C'est ça qui manque en Afrique. Et les Japonais ne peuvent pas investir en Afrique tant qu'il n'y a pas de banques qui garantissent leurs investissements. Et voilà pourquoi moi, je me battais au Japon pour dire à la TICAD, je suis prêt à vous servir d'aller construire les Shinkansen. Shinkansen, c'est un peu le TGV japonais. Ils sont prêts à investir dans tout le pays d'Afrique, faire les Shinkansen qui partent du Maroc à l'Afrique du Sud. Et ça bloque depuis plus de 15 ans. Il y en a un au Nigeria, il y a d'autres pays qui ont commencé. Oui, mais les Japonais sont prêts à le faire. Mais moi, je leur avais dit, vous ne le ferez jamais tant qu'il n'y a pas de banques africaines. Absolument. Où les Africains contrôlent leur argent, les avoirs et le crédit. Sinon, vous allez perdre de l'argent comme les Chinois. Les Chinois, c'est bien de faire des terrains de football, mais ça ne fait pas développer l'Afrique. Merci à tous d'avoir été. Merci à vous de nous avoir offert donc cette possibilité d'investir votre pays. Rendez-vous donc au cœur de la 6e conférence de Tokyo, la conférence internationale pour le développement de l'Afrique. Ce sera donc à Nairobi, au Kenya. Entre-temps, on se voit à Abidjan. Merci Shungu, Papa Wemba. Merci à vous. À très bientôt, Monsieur Mayoa. Merci Kama. Merci à tous et rendez-vous au mois prochain. Johnny Benny Dali Kauno, Dunu ya be kaune, ale pile ya bara for me.
Aniche